L'adaptation, c'est la clé. Et dans n'importe quelle entreprise, moi aujourd'hui j'ai 33 ans, je suis capable de m'adapter. J'en aurai 60, je vais prendre des salariés qui sauront s'adapter parce que je vais louper des choses. C'est important justement d'avoir cette intelligence si on n'est pas capable de se remettre en question, on n'est pas capable de gérer une entreprise. Salut tout le monde, dans ce nouvel épisode de Podcast et compagnie, podcast dédié à l'entrepreneuriat et aux histoires inspirantes de ceux qui se sont lancés dans l'aventure de la création d'entreprises. Je reçois Romain Voya, qui est un entrepreneur dynamique, vous allez l'entendre. Il dirige Entreprise sur scène avec son associé Julien Viard, une agence de communication à 360 degrés, spécialisée dans la production vidéo, l'événementiel et les retransmissions en direct. Dans cet épisode, on parle de l'activité d'Entreprise sur scène, de sa vision du marché, de ses acteurs, de l'utilisation de l'intelligence artificielle, de sa conception de la relation client, mais également de la reprise d'une société qui appartenait auparavant à son père. Vous écoutez Podcast et compagnie, je suis Romain Maury, mon invité, Romain Voya. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Merci d'avoir répondu présent et d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast qui s'appelle Podcast et compagnie. Merci de m'avoir invité. Podcast où on parle de l'entrepreneuriat au sens large du terme et tu vas nous parler dans ce nouvel épisode de Podcast et compagnie de ton parcours, celui d'Entreprise sur scène même plus précisément. Tout à fait. Tu vas nous expliquer en fait ton parcours. Ouais. Donc tu n'étais pas salarié, mais maintenant tu es co-gérant. Vous êtes deux. C'est ça. Exactement. C'est dommage qu'il soit pas là ton binôme. C'est l'homme de l'ombre en fait, comme je dis toujours. Il apparaît que quand il y a un tournage à faire. On voit que moi et Julien apparaît quand il y a du tournage ou quand il y a de la technique à faire. Sinon, il n'est pas là. On le croisera un jour, du coup, et vous le croiserez si un jour vous faites appel au service d'Entreprise sur scène. Exactement. Alors, parle-nous justement d'Entreprise sur scène et comment tu t'es retrouvé à cette position de gérant d'entreprise. Alors, Entreprise sur scène, en fait, c'est une société qui a 14 ans, qui a ouvert en 2010 et qui appartenait à mon papa. D'accord. Moi, j'ai fait mes stages de lycée là-bas. J'ai plus ou moins toujours été un peu en dilettante à regarder ce qui se passait, mais sans m'y intéresser parce que travailler en famille, c'est toujours compliqué. Il paraît. Mais Julien, par contre, lui, était salarié de l'entreprise. Ah, ok. Moi, du coup, j'ai fait complètement autre chose. Je viens d'un BTS Banque, j'ai travaillé en banque, assurance, et après le Covid, j'ai été technico-commercial dans les protections auditives. Ça s'est très bien passé dans ce métier, je me suis retrouvé à gérer la Côte d'Azur et la Corse, ce qui était au top. Sauf que je suis parti avec mon épouse qui était enceinte et en bourguignonne pure souche, la Sud, ça lui a pas vraiment plu, la mentalité des gens nous plaisait pas vraiment. Et au bout d'un an, mon papa m'a appelé en me disant écoute Romain, je pars à la retraite. Julien voudrait reprendre l'entreprise, mais le commercial, c'est pas son truc. Et si tu la reprends pas, je la ferme. Donc, vu que j'ai toujours plus ou moins grandi avec, je suis revenu, j'ai racheté tout le matériel. On me l'a pas donné, j'ai tout racheté avec Julien. Non, mais parce que j'ai toujours ce petit truc de, c'est la boîte de mon père et c'était quoi, cadeau. Alors que héritage. Ouais, alors que ça devrait pas être un souci, mais ouais, c'est vrai que j'ai toujours ce truc je bosse dessus et je l'ai racheté. Mais ouais, non, c'est peut-être moi qui me fais des films aussi là-dessus. Mais c'est bien de le préciser. Ouais. C'est important. Bah ouais. Voilà, c'est pas un cadeau et je suis pas arrivé. On me l'a pas donné sur un plateau. Et donc c'était la seule solution pour qu'on puisse rentrer plus tôt et que ma femme soit plus heureuse et que ma fille puisse être proche de ses grands-parents, tout ça. Donc j'ai repris l'entreprise pour des raisons familiales avant tout. Et ça, c'était en quelle année ? C'était en 2023. En septembre 2023, l'entreprise a 1 an. J'ai repris l'entreprise depuis 1 an. C'est très récent au final. C'est ça. Et du coup, en fait, ça a été un peu compliqué au début parce que je venais d'un métier où je vendais des protections auditives sur mesure à des entreprises, donc un produit dont elles ont besoin. Ouais, pour le coup, oui. Donc les ventes se faisaient assez rapidement et les gars étaient intéressés par le produit, pas par moi. Donc je suis arrivé, j'ai fait un peu le barbeau en me disant je fais tant de chiffre d'affaires de mon ancienne boîte, je vais tout défoncer. Ça devrait aller. Et non, je me suis pris la réalité en pleine face. Et en fait, ça se passe pas du tout comme ça, la communication. Il faut que les gens t'apprécient, qu'ils aient envie de travailler avec toi, qu'il y ait une certaine chose. Donc, au départ, ça a été très dur. Et au fur et à mesure, en 1 an, on a quand même fait des nouveaux clients. Ça a été intéressant. Et c'était une entreprise qui n'existait pas. Personne la connaissait. En fait, à chaque fois, vous existez. Bah ouais, on a 14 ans. Et en fait, l'entreprise travaillait surtout pour le CEA et Framatome. Donc, quand on fait du secret défense pendant 14 ans, personne sait que t'existes, forcément. Voilà. Ouais. Donc, j'ai repris l'entreprise, mais on est reparti de zéro. Oui, en clair, c'est ça. En fait, au final, vous êtes reparti vraiment d'une page blanche en se disant, on va se recréer une base de clients, on va recommuniquer, communiquer même tout court, pour dire qu'on existe. C'est ça. Évidemment. Sauf que la difficulté, c'est que c'est une boîte qui existe déjà, elle a des frais. Ouais, donc, quand tu repars de zéro avec les frais de la boîte, donc t'as intérêt à très très vite te dépêcher et trouver des solutions. Trouver des clients, du coup. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a créé des choses, on a mis en place on a créé des événements sportifs avec le DFCO, on a fait plein de trucs pour essayer d'exister et au final, au bout d'1 an, ça va, on commence un petit peu à sortir la tête de l'eau.
C'est un beau projet déjà. Moi qui ai la tête sous l'eau tout le temps, je me rends pas forcément compte. C'est vrai que pour moi en un an, je me dis on n'a pas fait assez. Enfin, c'est jamais assez, évidemment. C'est ça. Et une entreprise, en fait, je vois les choses un peu différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens proposent de la vidéo. Moi, ce que j'essaie de proposer aussi aux clients, c'est de se dire, moi, je suis commercial de base. Ce que je vais vous vendre, certes le produit, vous allez pouvoir le réutiliser. Ouais. Vous allez pouvoir le donner à vos commerciaux. Ça va pouvoir leur rapporter de l'argent derrière. Il y aura un retour sur investissement. Je peux pas vous quantifier quoi, mais on va vous créer quelque chose. T'es un bon commercial déjà, ça arrive à faire passer ce message. Clairement. Oui, mais c'est ça. Ou une communauté de communes, vous allez le donner à vos nouveaux arrivants. Donc c'est un truc, il sera pas présenté qu'une seule fois, ça fera plaisir à tout le monde et vous aurez mis 5000 balles dans une vidéo. Non, la vidéo, vous allez la rentabiliser. Ouais. C'est comme ça, en fait, qu'il faut vendre le produit. Et on essaie de faire du créatif, mais on essaye aussi de leur vendre vraiment une idée et quelque chose qui va pouvoir apporter de l'argent. Et de leur faire comprendre que oui, au bout, ils vont aussi gagner de l'argent en dépensant. C'est ça, exactement. C'est un peu paradoxal, mais oui. Oui, quand on fait de la pub, par exemple, toi, quand tu fais des voix, tu dis aux gens, ça coûte un certain prix, sauf que ils vont être écoutés. Ouais. En fait, ces écoutes-là, ça va leur apporter des nouveaux clients. Absolument. C'est la même chose. Nous, aujourd'hui, c'est comme ça aussi qu'il faut vendre le produit, je pense. Et en tant que commercial, c'est un peu ça qui est important. Et ça me permet de réaliser un de mes rêves. Moi, j'ai toujours rêvé. Je suis passionné de cinéma. Mon rêve, c'était le cinéma. Donc là, je me retrouve à écrire des scénarios, à trouver des idées. Dès que je regarde un film, je note telle séquence. Je vais faire montrer à Julien. Attends, on pourrait peut-être mettre ça pour une. J'ai une super idée. Attends, j'ai une idée avec des flammes et un truc qui vole. Ça va être sympa. Non, petite production. On n'avait pas là non plus, mais je pense à un plan. C'est vrai. Attends, ce plan, on va le réutiliser sur telle boîte ou tel truc. Et au final, ça marche. Et c'est assez cool. Donc, ce que je disais à Julien, là, je sais plus. On était en train de filmer une cantine scolaire. Je disais, quand j'étais petit, je rêvais d'être Spielberg. Maintenant, je suis réalisateur de cantine. Bon petit raccourci, mais c'est pas mal du tout. C'est ça. Et toi, avant de faire ça, quand t'étais petit, en fait, Romain, tu voulais faire quoi comme job? Du cinéma. Vraiment, c'était du cinéma, c'était à fond là-dessus. C'était vraiment ça. Je passais ma vie au cinéma, le ciné Cap-Vert. En fait, t'es Dawson, quoi. T'es un peu Dawson. On n'est pas de la MG, j'ai pas regardé Dawson. Oh là là, il connaît. Ouais, ami auditeur, Romain Voyade, d'Entreprise sur scène, ne connaît pas. Excusez-moi. Mais attends, mais Dawson. Ma grande sœur regardait, mais moi, c'est vrai que j'ai jamais suivi. Avec Pacey, tout ça, quoi. Non. À l'époque, je regardais, c'était les jumelles sans mêle, les sœurs Olsen. Ah ouais, c'est un décalage. Ah oui, c'est vrai qu'on a 10 ans d'écart, donc forcément. Dawson, quand même. Bon, bref. Alors, ce podcast va partir un peu dans tous les sens. Heureusement, j'ai une liste de questions parce que je sens que ça va dériver un peu dans tous les sens. Depuis que t'as repris l'entreprise, ce qui est bien, c'est que c'est une entreprise, du coup, que t'as repris récemment. Donc, c'est encore frais, en fait, toutes les difficultés et les victoires aussi que t'as pu avoir. C'est quoi les défis que t'as rencontrés dès que t'as repris, en fait, la boîte de ton père? À part sortir beaucoup d'argent pour racheter tout le matos, je veux dire. Non, les premières difficultés que j'ai rencontrées, déjà, ça a été l'image de l'entreprise. Quelle image on donne? Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, pour moi, les vidéos, je les trouvais un peu vieillissantes, c'était plus les bonnes idées. Donc il a fallu déjà dynamiser tout ça. Donc ça a été une première. Parce qu'il y a une mode un peu dans les vidéos, c'est ça? Oui, il y a une mode et il y a aussi conseiller aux clients de ne pas suivre forcément les modes parce qu'un client qui va suivre une trend TikTok pour son image elle est pas bonne. Moi mon travail c'est de lui apporter son image. Des fois du conseil. Ouais, c'est ça, sauf que des fois le client il se dit moi je suis responsable de com, son conseil je m'en tape et c'est le client qui paye donc nous on va faire ce qu'il nous demande. T'es tributaire d'un client qui a une idée, il veut faire ça. Ouais. Même si tu lui dis 10 fois, 15 fois, je suis pas sûr que ce soit avec les formes. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée à ce moment-là d'un point de vue temporalité, c'est peut-être pas le bon moment. S'il veut, il veut. À un moment donné, le client est roi. C'est un peu bête comme phrase, mais à chaque fois, quand tu dis le client est roi, c'est la vérité. C'est-à-dire que s'il veut ça, il veut ça. Bon, mais voilà. Même j'ai déjà eu le fait où le client me dit votre vidéo était meilleure, mais je n'ai pas le choix pour telle raison. C'est ça. Donc des fois, ok, nous on fait notre job. C'est ça. Du mieux qu'on peut, mais après on n'est pas content de la qualité finale, mais on va pas communiquer dessus parce que il y a notre image derrière, donc on peut pas communiquer sur quelque chose qui ne nous plaît pas, parce que ça pourrait jouer sur notre image. Donc pour en revenir du coup aux difficultés que tu as eu avec des vidéos un peu vieillissantes, une image un peu vieillissante, personne ne connaissait. Donc il a fallu rajeunir tout ça. Exactement. Ça passe par avoir des bons amis dans la communication qui vont vous donner les bonnes idées, se former. Qu'est-ce qu'on fait? Trouver des idées, trouver des choses. Donc c'est énormément d'auto-formation. De motivation parce que quand vous avez un patron derrière pour vous secouer, ça marche. Quand vous vous retrouvez tout seul chez vous, faut aussi il y a des matins on n'a pas envie. Et en fait après derrière il y a une petite voix dans ta tête qui te dit là t'as pris une heure pour toi, mais non mais t'es pas en train de bosser, tu vas pas gagner d'argent, tu vas jamais y arriver, la boîte elle va couler. Il y a un peu tout ça aussi qui est. Ça va sinon, ça va. Là, pas au bout du rouleau, mais faut pas être anxieux dans ce métier-là. Ouais. Faut pas avoir de soucis, parce qu'il faut vraiment, faut garder le cap, c'est ça qui est le plus dur après. Non, c'est clair. Mais et là encore vous êtes deux en plus, donc tu peux aussi, tu vois, t'as un soutien. Enfin, tu peux avoir un soutien avec ton binôme, ton associé pour te tirer vers l'eau. Mais c'est que des fois, quand t'es tout seul, il faut trouver cette motivation, il faut aller la chercher au fond de soi, quoi. Et il y a eu à prendre le fonctionnement aussi de Julien, parce que nous, c'est un mariage un peu forcé. Moi, je suis arrivé, on m'a dit, Julien voulait aussi reprendre l'entreprise. Il est bon en technique, toi, t'es bon en commercial.
Vous avez fait un vin d'honneur? Allez-y les gars. Non, on n'a pas fait de vin d'honneur pour ce mariage. Et au final, ça se passe très bien, à tel point que maintenant, là, on complète les phrases de l'autre. Et oh, c'est mignon. Ouais, ça fait vraiment couple. Hein. Ah oui, non, je l'ai plus. Ma femme me dit que j'ai plus Julien au téléphone dans la journée que lui. Mais on fonctionne, on fonctionne parfaitement. Mais ça aurait pu ne pas marcher, hein, clairement. On aurait pu aller droit dans le mur et on a eu beaucoup de chance aussi là-dessus. Ouais. Vous avez des salariés? Non, on est que tous les deux. Donc, on travaille avec beaucoup de freelance. Prestataires, des freelances, etc. Des freelances, ouais. Pourquoi est-ce qu'on prend pas de salariés? C'est parce qu'aujourd'hui, l'argent. Bah ouais, ça. Et on pense surtout à la pérennité de l'entreprise, à se payer nous. Moi, j'ai de la chance que Pôle emploi me finance pendant 1 an. Ouais. Mais après, quand il va falloir me sortir un salaire, il faut aussi que l'entreprise puisse assumer. Comme je te disais, moi, j'ai un enfant aussi, donc je peux pas me permettre. Je dois aussi me permettre de pouvoir me payer correctement pour pouvoir éduquer mon enfant correctement. Après, j'ai pas des grandes prétentions. Hein. Je veux pas rouler en Porsche, mais juste si je peux payer au moins à manger à ma fille. Les gens, c'est très bien. S'il vous plaît, prenez des vidéos sur chez nous. Non, mais après, c'est bien de le souligner qu'en fait, alors c'est plus Pôle emploi maintenant, c'est France Travail. Pardon. France Travail. Je m'excuse, mais les gens, mais sauf que les gens, ils disent toujours Pôle emploi. Mais c'est important de le préciser qu'en fait, il y a un accompagnement qui est réalisé par France Travail et qui permet justement de lancer une entreprise, de toucher de l'argent en lançant une entreprise, ce qui est pas forcément le cas dans beaucoup de pays. Ouais, mais avec un accompagnement, etc. Oui, non, accompagnement, non, moi, on m'a dit, vous prenez. Par contre, j'ai jamais eu d'accompagnement sur la gestion. Alors, je retire cette phrase. Mais en tout cas, ils financent le truc et ça permet d'éviter d'avoir ce stress qu'on a quand même, hein, parce que voilà, de défiler, et je me dis, est-ce que ça va le faire? Mais ça permet de survivre et de pouvoir faire le truc tranquillement, quoi. Donc du coup, des freelances qui viennent pour en renfort, c'est ça, à droite à gauche pour essayer, pas pour vous soulager aussi, et puis peut-être aussi faire des choses que tu ne sais pas forcément faire aussi. C'est souvent ça. Oui, bah en fait, on a d'ailleurs, je leur passe un grand bonjour. On a un freelance qui s'appelle Thibaut qui fait du cinéma et qu'on appelle sur des très gros projets, comme on a pu faire avec le DFCO, où là il est venu filer un coup de main là-dessus, ou d'autres entreprises amies. Par exemple, je travaille avec Claire de chez Soon Événements sur notre partie événementielle, parce qu'on fait de la vidéo et de l'événementiel. Sur la partie événementielle, où elle vient de Paris par exemple, elle gère énormément l'organisation, elle est ultra balèze là-dedans, donc je vais l'appeler sur des gros projets, parce que moi je sais que j'ai pas cette capacité, mais elle sait le faire. Elle sait le faire. Quand on est entrepreneur, il faut pas en fait avoir cet ego de dire je peux tout contrôler, je sais que je sais pas faire plein de trucs. En fait, il faut savoir déléguer. Ouais, et appeler les bonnes personnes. Donc des fois on va pas être d'accord, elle va me dire bah tiens, je vais dire bah non, je préfère comme ça ou autre, mais avec les bonnes personnes, le projet sera bon. Par contre, faut pas avoir l'ego de se dire c'est moi qui l'ai fait. C'est un travail d'équipe. Comment tu présenterais Entreprise sur scène? Vous faites quoi? C'est quoi votre job premier? On fait de la vidéo et de l'événementiel, et quand on mélange les deux, ça donne de la captation en direct, où on monte une scène, on diffuse sur tous les réseaux. Ok, ça me paraît clair. Comment t'arrives, sans les nommer, à te différencier de tes concurrents? Parce qu'il y en a, pas se mentir, il y a des concurrents évidemment. Bien sûr. Comment t'arrives, toi, à te différencier et à faire en sorte qu'un client choisisse plus Entreprise sur scène qu'une autre boîte? Pour moi, il y a de la place pour tout ce qu'on dit avec Julien, et on vit peut-être dans le monde des bisounours, c'est qu'il y a de la place pour non, t'inquiète pas, tout le monde répond ça. Il y a des sociétés qui font des vidéos haut de gamme qui sont folles sur Dijon. Nous, on se considère comme faisant du moyen de gamme. Après, derrière, comment est-ce qu'on va se différencier? Et je m'excuse, Charlène, je vais te dire exactement la même chose, parce que les gens ont envie de travailler avec moi, parce que je vais arriver avec un projet, je vais arriver avec des idées qui leur plaisent. Et on y va comme ça. Là, on est sur un tournage. J'ai eu le contrat. Pourquoi? Parce que j'étais le seul à proposer aux clients. Je vous écris le scénario complet. Je contacte tous les services. Je m'en occupe, et que ça vous ait gagné du temps. Clairement, c'est du clé en main, quoi. Voilà. Ils te disent, on veut ça, on veut faire ça. On a tel budget. Ouais. Vous bossez. Combien de temps ça prend en gros? C'est en fonction des projets. Ça dépend du projet. Ouais. Là, on nous a vendredi, j'ai eu une validation dossier. On tourne vendredi et il sera rendu la semaine suivante. 15 jours, quoi. Ouais, max. Pour une vidéo complète, ouais. Ça peut arriver. Après, si c'est du très gros projet avec du travail, on va travailler différemment. Mais le but aussi, c'est de proposer des idées aux clients. Client dont je parle, c'est une communauté de communes. Derrière, j'avais créé tout un dossier pour qu'il y ait la validation du président, tout ça, pour que quand on part sur le tournage, on soit sûr que tout soit carré. Ouais. Et pas de surprise, quoi, pour le client en plus. C'est économie de temps, économie de. Ah, pour lui surtout. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, il sait exactement ce qui va se passer, et c'est comme ça que ça marche. C'est quoi ton produit phare? Parce que tu fais plusieurs choses. Tu m'as dit, on fait de la vidéo et de l'événementiel. Et de l'événementiel. Mais c'est quoi le truc que tu fais le plus? Je fais autant l'un que l'autre. C'est vrai, les deux. Ouais, non, en vrai, parce que le problème de faire de la vidéo et de l'événementiel, c'est qu'il y a des clients qui pensent qu'on fait de la vidéo, il y en a qui pensent qu'on fait de l'événementiel. C'est un peu l'objet de ma question, en fait. Tu vois, donc, quand on m'appelle pour de l'événementiel, je fais de l'événementiel. Ouais. Et nous, en fait, on est des techniciens de base, donc on a notre matériel. Donc, en fait, on va arriver avec le matos client, on va pas prendre de free ou autre. Et quand tu dis de l'événementiel, pour que ce soit clair dans la tête des gens, parce que l'événementiel, c'est un mot
Les gens tu vois, ils comprennent pas forcément ce qu'est de l'événementiel. Je peux réaliser une course en transformant le stade du DFCO, en le transformant en boîte de nuit, en jungle, avec 700 personnes sur la journée, comme je peux organiser une fête d'entreprise avec une scène, DJ, cocktail, tous les serveurs au même moment, ou les vœux du CHU, transformer le haut là en salle de vœux et faire un plateau en direct pour le maire de Dijon. Vous l'aurez compris, c'est très vague et très large à la fois. Pour recevoir toute l'armée française dans un lieu classé secret défense, en organisant scène, concert, tout ça. T'as fait ça? Oui, j'ai fait, mais je peux pas le montrer, mais je l'ai fait, oui. Voilà. Ah ouais. Il y a combien de personnes? 70, c'est des très hauts gradés, sauf que c'est un truc, tu arrives, tu es suivi par l'armée, on contrôle tout ton camion, vite. Après t'as tout ce qui va derrière. C'est des choses qu'on a fait, mais sur lesquelles je ne peux pas communiquer malheureusement. C'est secret défense. Tu montreras des photos tout à l'heure. Je n'ai pas le droit. Sinon, je te tue. Aucun appareil électronique à l'intérieur. Putain, c'est dingue ça. Rien. Ah ouais, c'est fou. Hein. Pour de la musique, on doit emmener des lecteurs CD, des CD qu'on doit brancher. Des cassettes audio. Ah mais oui, tout est interdit. Ok. T'es fouillé? Oui, fort. Partout. Ne révèle pas mes secrets, Romain. C'est là où je prends le plus de plaisir. C'est con parce que je vais pas le couper ça. Regardez. Hein. C'est quoi les facteurs clés de succès d'entreprise sur scène là depuis que ça fait 1 an que vous avez repris le truc? C'est quoi qui fait que pour toi, parce que mine de rien, ça aurait pu se fracasser la tronche et c'est évidemment pas ce que je souhaite évidemment. Mais qu'est-ce qui fait que d'après toi la mayonnaise est en train de prendre? Est-ce que c'est ta personnalité, la personnalité de ton associé, la boîte qui prend un nouveau tournant, ce que vous présentez sur les réseaux sociaux aussi, parce que vous êtes très présent sur les réseaux. On essaie. Est-ce que c'est la façon de présenter les projets, de pré-mâcher le travail, d'amener les clients dans une direction qu'ils n'avaient pas forcément l'intention de prendre, et du coup ils se rendent compte que mais en fait c'est pas con, on pourrait faire ça. Ah ouais, on n'y avait pas pensé, tu vois. Je pense que c'est un peu des deux. C'est moi ou Julien, c'est vrai que les gens ont envie de travailler avec nous, mais derrière voilà, un DFCO, quand on fait une DFCO Funraise, c'est parce que c'est une question de rencontre aussi. C'est parce que je rencontre un gars qui fait du sport, qui a une association, qui me dit attends, j'ai telle idée. Je lui dis bah attends, je vais te la rebosser. On va la présenter au DFCO. C'est une histoire d'amitié après derrière avec Aurélien et Christophe de là-bas, et ça permet de créer le projet parce que derrière nous on va aller chercher des partenaires, on va se défoncer parce que ça nous éclate. Et je pense que c'est pas vraiment parce qu'on fait ça par passion et que peut-être pour ça que ça marche, c'est que derrière on va se défoncer pour que le truc marche. Quand on fait une funraise, en 3 mois on a dû aller chercher des partenaires, j'ai dû négocier avec le cinéma pour que ça passe. Il y a les associations derrière, il y a le DFCO qui se met à fond aussi, et toute cette motivation, ça va créer une émulsion, et en fait ils sentent, les clients ou partenaires, peu importe, sentent que vous êtes des gens qui vous n'êtes pas qu'un prestataire. Ça va un peu plus loin. On n'est pas blasé par ce qu'on fait. On est, c'est une vraie. On kiffe ce qu'on fait. Quand on fait une captation en direct, que le truc fonctionne, là on l'a fait pour le Pass Culture, on a diffusé dans toute la France. Quand tout fonctionne, avec toutes les galères, elles sont derrière, que les problèmes techniques, le machin, et que quand on appuie sur Rec, ça fonctionne. Je me dis, c'est quand même ouf ce qu'on fait. Ouais. Et t'as le temps de prendre du recul et de te dire. Pas du tout. C'est une question que je pose souvent, soit dans le podcast, soit en off. Mais est-ce que des fois t'as le temps de te poser, tu vois, et de te dire, ce que je fais, c'est cool quand même en fait. Je suis assez content de moi. Non. C'est bien aussi de se flatter. Est-ce que c'est une question de personnalité? C'est que moi, je suis un éternel insatisfait. Je suis très anxieux, donc je passe mon temps à me dire que ça va jamais assez et c'est jamais suffisant. J'en discutais hier, j'étais à la salle de sport avec un collègue. Donc t'as le temps de faire du sport, Romain, c'est bon. Alors, tranquille. Ça, je me prends du temps. C'était pendant ma pause déj déjà. C'est important déjà. C'est important. Moi, par exemple, à 18h, je coupe parce que j'ai un enfant et que de 18 à 20, même jusqu'au coucher, c'est ma femme, ma fille. On va se dépêcher parce que j'ai vu l'heure. non, mais là, ça va, j'ai prévenu pour ce soir. Non, j'ai pas le temps. Et en fait, c'est quand j'en discute avec d'autres où je me dis, ah merde, en fait, ça va. Et même mon associé, des fois, me dit, mais en fait, ça va. Et là, je m'étais fait la réflexion il y a pas longtemps. On était à la piscine en train de tourner. J'étais en train de plonger, d'être filmé par Julien pour montrer la piscine de la communauté de communes. Et je me dis, en fait, on est payé pour faire de la piscine, quoi. C'est cool. Ouais. Des fois, en fait, on vit des trucs de fou et on s'en rend pas compte. La première fois qu'on est rentré dans le stade du DFCO qui était vide. Vide, ouais, ça doit être impressionnant, ça. On s'est dit, ok. C'est pour moi, quoi. On y est, c'est pour nous, quoi. Et ça fait 6 mois qu'on est ouvert, on est là. C'est cool. Et quand notre spot il est passé au cinéma parce que les gars de l'Olympia ont été super cool, ont bien voulu le passer gracieusement, je me suis dit c'est dingue. Sauf que derrière j'étais déjà sur le projet suivant parce que en fait t'as jamais trop le temps de déguster un peu l'instant présent, quoi. T'es déjà sur un projet qui arrive. C'est pas frustrant? Je pense que c'est surtout un travail à faire sur soi-même et qu'il faudrait que j'apprenne à profiter de l'instant présent. Et peut-être ce qui se passera, c'est si vous prenez des salariés, du coup t'auras peut-être un peu plus de distance et ça te permettra peut-être de prendre un peu de kiff là-dessus et de voir le. Ouais, je pense. Après, il faut aussi savoir déléguer parce que Julien et moi, on fonctionne très bien à deux et on peut se dire des choses. On a une relation qui fait que ça fonctionne parfaitement. Moi, quand je vais écrire un scénario, il va savoir le retranscrire. Quand son montage
ne va pas convenir à ce que je pense, je vais savoir lui dire. Lui, quand le scénario, on va savoir se dire les choses. Des salariés, j'ai un peu peur aussi parce qu'il faut savoir peut-être prendre des pincettes alors que nous, on a une relation. On parle de management là, du coup. Alors que nous, il n'y a pas de management entre nous. On se dit les choses clairement, on s'appelle et des fois, on va s'engueuler pour une connerie. Je dis, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Et il va me rappeler après, putain, c'est vrai que je dis une connerie. Ou moi, il va m'appeler, il va me dire. C'est important de se dire les choses quand t'es à deux dans une boîte. Oui, ouais, c'est clair. Et ça évite les quiproquos et les incompréhensions. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. On se dit les choses clairement. Et en fait, du coup, il y a pas d'égo entre nous, en fait. C'est ça qui est un vrai couple, hein. Ouais, c'est ça. Un vrai couple au boulot. Au niveau de l'entreprise et de son futur. Ouais. C'est vrai que c'est marrant parce que je crois que c'est la première fois que je suis en podcast où l'entreprise est si jeune, en fait. Donc mais je trouve ça super parce que du coup, ce que je disais tout à l'heure, t'es encore dans la fraîcheur du truc, la dynamique. Et alors évidemment, pas je m'ennuie déjà, mais en tout cas, en fait, tu vois, faut toujours aller de l'avant. Bien sûr. C'est quoi vos objectifs, Julien et toi, à court, moyen et long terme? À court terme, du coup, continuer ce qu'on fait, ce qu'on aime faire. À moyen terme, on aimerait justement développer peut-être plus la facette événementielle que vidéo, parce que vidéo, il y en a qui le font très bien, et nous aussi, mais nous, ce qu'on kiffe, c'est l'événementiel. Donc développer ça et pouvoir proposer ça. Et à long terme, des locaux, des équipes et pouvoir justement proposer des prestations à tout le monde. J'aurais une petite parenthèse, parce que évidemment, faut en parler, hein, surtout quand on parle de vidéo et tout ça. Au niveau de l'intelligence artificielle, du coup, comment ça? Nous, on l'utilise. On n'a pas de souci à le dire. On l'utilise. Alors, en fait, j'allais te poser la question inverse. Est-ce que vous avez peur de l'intelligence artificielle? Mais comme tu l'utilises, du coup, c'est que non. Alors, on l'utilise et on l'utilise pas. C'est-à-dire que, par exemple, quand là, j'ai un scénario à écrire pour un événement qu'on fait, parce que oui, la vidéo, on l'intègre aussi dans nos événements. Là, on va faire un événement pour des écoles. Tant qu'à faire, hein, autant le mettre dedans. Ouais, c'est clair. Là, on va faire un truc où j'ai créé un pré-show comme dans les parcs d'attractions pour pouvoir gérer la foule, tout ça. Enfin, du coup, il y a de la. Ouais, on peut faire un podcast parc d'attractions. Je peux t'en parler pendant des heures. C'est ma deuxième passion. Okay. Et donc le pré-show, en fait, ça permet aux gens de rentrer dans une pièce, ils regardent un film, tu sais, quand tu as un film ou une explication sur ce qui va se passer dans l'attraction, et ça permet de la gestion des flux. Ah, mais c'est un peu comme le manoir hanté chez Disney, quoi. L'ascenseur, c'est le pré-show. En fait, ça permet de gérer les flux, que ceux qui sont dans l'ascenseur, ça fasse avancer devant, donc quand t'arrives, il n'y a plus personne, et derrière, et t'as ça, où, dans toutes les attractions, du coup, il y a un pré-show. D'accord. Et là, on a fait ça pour de l'événementiel, et je dois écrire un scénario dessus. Je viens me dire, mais prends ChatGPT. Et j'ai encore trop d'ego où j'aime bien écrire moi, et que ce soit mon truc. Donc du coup, le parallèle avec le cinéma, c'est que là, par exemple, je vais m'inspirer du film Le Grand Bain. J'ai vu l'intro qui était, je me suis arrêté dessus, je l'ai bloqué. Je l'ai montré au client, j'ai pensé à ça. Le client me fait, c'est génial. Et du coup, je vais retravailler le truc en l'adaptant à cet événement scolaire, mais en partant de ce montage-là. Mais l'intelligence artificielle, on l'utilise dans quel cas? Par exemple, une vidéo qui est au format horizontal. Nous, on tourne 90% de nos formats, c'est du format horizontal. Quand on va la mettre à la verticale, il va y avoir des bandes noires. L'intelligence artificielle va nous permettre de rajouter les éléments manquants. Okay. Tout simplement. Donc on va l'utiliser dans ces cas-là. Pour la vidéo, ça peut faire ça? Ouais. Moi je savais que pour la photo, quand t'as une, il va le montrer sur son téléphone. Je sais que c'est pas un podcast. Mais pour un podcast audio, c'est très intéressant ce qu'il va me montrer. Non, en fait, moi je connais sur des photos quand tu peux rajouter des éléments pour agrandir la photo. Par exemple, t'as bien resserré le personnage au milieu, tu peux faire une photo grand angle presque, parce que l'intelligence artificielle va rajouter des choses autour en fonction de l'environnement qu'il y a au plus près du personnage. Tout à fait. Mais pour la vidéo, c'est hallucinant. Pour la vidéo, Adobe permet ça en fait, et du coup ça permet du coup tu peux créer un environnement qui qui n'existe pas. C'est ça. C'est très intéressant de se dire qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle est considérée, je trouve, plus forcément comme un concurrent, mais comme un allié du coup de la création. C'est un outil. Ouais. Mais en fait, on pourrait ne plus avoir de boulot avec l'IA, sauf qu'en fait, l'IA va pas savoir. Il y a des choses, même sur une voix off, elle aura pas cette interprétation, cette émotion. Et sur la vidéo, c'est la même chose. Demain, je peux faire un prompt très bien sur de l'IA, mais est-ce que l'IA saura justement aller chercher la sensibilité du client? Est-ce que c'est l'IA qui va penser à placer ce petit moment musical qui va créer un truc? Mais après, on va rentrer dans des considérations économiques où en fait, ça va être moins cher pour le client, tu vois, et du coup, il va peut-être te passer sous le nez. Enfin, après, ça peut aller très loin, tu vois, dans le truc. C'est pour ça que je te j'entends, mais pour moi, aujourd'hui, c'est pour ça que je m'interdis l'IA quand j'écris des scénarios, c'est que c'est important aussi de garder de l'humain, et à titre personnel, c'est important de garder cette gymnastique intellectuelle, de ne pas se faciliter sur l'IA. Je suis d'accord. Mais je vais l'utiliser, genre je vais faire un post sur LinkedIn, je vais écrire mon post, je vais lui envoyer, je vais dire est-ce que tu peux me rajouter des smileys ou des conneries, je vais lui envoyer un scénario, est-ce que tu peux me corriger l'orthographe? Je ne relirai plus tes posts LinkedIn de la même façon. Ils sont écrits à la main, mais l'IA me rajoute des smileys. Est-ce que tu peux me l'écrire façon LinkedIn parce que justement ça doit être vu et qu'il y a un algorithme. Mais derrière, je tiens toujours à ce que ce soit moi qui écrive les choses. Et dans nos vidéos, pareil, je pourrais pas vendre un truc à un client que je n'ai pas écrit.
Tu dois te sentir un peu, enfin, de vendre un truc qui est pas forcément de toi. Tu vois, ça va être un peu bizarre. Non, c'est important ça. Et même pour son estime perso, moi, quand j'ai un projet qui sort, je suis content. Et c'est moi qui ai fait. Ouais, tout. Et quand ma femme me dit c'est super, je dis c'est moi qui ai écrit, je suis content. C'est moi qui ai fait. Tu fais ça? Bah oui, c'est moi. Et quand le montage est top, Julien il a assuré et on est content. Donc quand vous voyez des fois des vidéos verticales, sachez que le dessus, par contre, ça peut être de l'IA. Là, on n'a pas de honte parce que tout le reste, c'est nous qui l'avons tourné. C'est fort de se dire qu'on arrive à faire ça maintenant, quoi. Ouais, c'est bien sûr. Hein. Et ça évoluera encore. Et il faut s'adapter. Il faut adapter son métier. Il faut être en capacité de s'adapter. Ça a toujours été comme ça de tout temps. Quand la voiture est arrivée, on a dû s'adapter. Les fabricants de vélos ont fait de la voiture. Peugeot, qui fabriquait des salières, ils se sont mis à faire des bagnoles. C'est important aujourd'hui de s'adapter et l'adaptation, c'est la clé. Et dans n'importe quelle entreprise, moi aujourd'hui j'ai 33 ans, je suis capable de m'adapter. J'en aurai 60, je vais prendre des salariés qui sauront et leur faire confiance. S'adapter parce que je vais louper des choses, c'est important justement d'avoir cette intelligence de se remettre en question et de se dire là je suis dépassé en fait, faut vraiment que je lâche l'affaire. Si on n'est pas capable de se remettre en question, on n'est pas capable de gérer une entreprise. La remise en question, c'est permanent. Quand tout à l'heure je dis que j'ai pas d'ego, c'est parce que j'ai pas de honte à me dire sur ce projet j'ai merdé, c'est pas bon, faut qu'on soit meilleur. Là on a eu un retour client sur un truc où on n'a pas été bon. Premier truc que j'ai dit à Julien, c'est faut qu'on s'améliore là-dessus. C'est important parce que si tu n'en es pas capable, ça va passer une fois, 2 fois, 3 fois. Mais si les gens parlent entre eux, ils font toujours ça. Non. Et on en connaît. Ouais. On n'est pas là pour balancer. C'est podcast et compagnie, pas langue de pute et compagnie. Peut-être lancer ce podcast. LDP et compagnie. C'est ça. Quels ont été les moments les plus mémorables là sur la dernière année que vous avez vécu avec ton associé Julien? Les trucs où vraiment tu te dis ça quand même, ça c'est cool. Hein. Là je suis assez content de moi. Quand je me suis retrouvé avec les clés du stade du FCO pour tourner une vidéo dedans. Et j'ai planté ma petite tente que je suis à 2 secondes, elle s'est ouverte, on s'est posé là. Pour l'anecdote, j'ai laissé les clés à l'intérieur, la porte s'est claquée contre moi, j'ai dû appeler les gars du FCO à 7h du matin dimanche pour qu'ils me trouvent un double, sinon on était dans la merde. Belle anecdote. Et le tournage c'était l'enfer parce que on s'est rendu compte à midi qu'on tournait avec le maillot de l'année d'avant, donc c'était pas les mêmes sponsors. Ça, j'ai vu passer ça sur les réseaux en plus, je voulais t'en parler. Parce que tu l'as dit en plus. Ouais, je parle. Et donc du coup on a dû tout retourner. Donc la vidéo qui est sortie. Vous aviez pas percuté que c'était pas le. Et on n'avait pas le responsable de com arrivé, et même lui, il a pas vu le maillot de près. Pour lui c'était le maillot du DFC. Et non, on avait changé de sponsor, donc on a dû tout retourner en 4 heures. Mais ça c'est bien fait. C'est dingue ça quand même. Ouais, mais des fois quand ça veut pas, il y a des journées quand ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ça veut pas. Non mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ouais, non, il y a des journées comme ça, il vaut mieux rentrer chez soi et aller se mettre en PLS. Sauf que du coup c'est une bonne leçon pour la prochaine fois où tu fais super gaffe. Maintenant je vais vérifier ça et puis ça et puis ça et puis ça. La remise en question, c'est ce que je te dis. Un truc comme ça t'arrive, tu le fais une fois, pas 2. Et moi qui suis chef d'entreprise, j'ai personne pour me dire c'est ta faute. C'est à moi aussi de. Faut que tu t'arrives à prendre de la hauteur à un moment donné pour dire attends, est-ce que j'ai bien tout est ok, est-ce que j'ai rien oublié. On fait toutes les vérifs maintenant. Du coup obligatoire. Ouais, non mais c'est ça, mais c'est des choses. Après un moment mémorable, le DFCO c'était quand même pas mal en un an. On s'est retrouvé à faire une campagne de com pour une marque de fringues, pour Christine Laure qui est une marque dijonnaise. À faire leur shooting photo, c'était assez cool. On a bossé pour Seb, on a fait des trucs assez cool, donc on était contents quoi. Et à l'inverse du coup. On nous appelle pour une captation directe pour retransmettre un enterrement dans une salle des fêtes. Alors ça, alors là, j'ouvre une parenthèse, mais je n'imaginais pas en fait qu'on pouvait faire ça. Ça existe vraiment. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux prendre un prestataire pour lui dire voilà, je suis à l'autre bout de la France ou du monde, je veux assister à l'enterrement de papy. J'ai eu la demande 3 fois cette année. Papy Dédé, quoi. Est-ce qu'on peut? Oui, on peut. C'est dingue. En un an, j'ai eu la demande 3 fois. Donc tu vois, c'est assez hallucinant. C'est mieux qu'un FaceTime, tu dis. Ouais, non, mais c'est clair. Mais donc du coup, on arrive, on installe le matériel, le réseau, ça va. C'est pas fou, mais ça va. Il y a 200 personnes qui arrivent dans un tout petit village de campagne. Le réseau saute. Parce que tout le monde était branché sur la même antenne, peut-être. Ouais. Donc, impossible de capter, impossible de diffuser. J'ai essayé de faire un chemin de portable relié à une box à l'autre bout du village avec 5 portes. Enfin, j'ai tout essayé. Et je me suis retrouvé devoir dire devant une salle de 150 personnes, on a un problème technique, vous ne pourrez pas assister à l'enterrement de votre ami. Ouais. C'est le pire moment qui peut vous arriver dans une vie. Non, je crois qu'on n'aura pas mieux là sur Podcast et compagnie, surtout les épisodes. Je crois qu'on est sur un truc. Mais si des gens ne sont pas dans la vidéo, sachez que nous avons une obligation de moyens et pas de résultats. Et nous avons mis tous les moyens en œuvre nécessaires pour que ça se passe bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ça marche, c'est pas nous. C'est ça. Ouais. C'est ça. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais je souhaite à personne de vivre un truc comme ça. Bah oui, j'imagine bien. Ouais. Bah justement, non, faire la transition, ça va être un peu costaud là. Transition mortelle. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner aux futurs entrepreneurs, mis à part bien vérifier le réseau, je veux dire. Ouais.
Quelqu'un qui veut se lancer, parce que vous vous êtes lancé clairement, t'as fait de la reprise mais t'as relancé tout, t'es reparti de zéro quasiment. Oui, bien sûr. Donc du coup, c'est quoi le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui a vraiment envie de se lancer? D'être bien entouré. Moi, si j'avais pas un Julien qui est un absolu monstre dans tout ce qu'il fait et qui est absolument gigantesque en technique, j'en serais pas là aujourd'hui. Parce que on est deux et que moi j'ai un peu de bagou et que je sais à peu près écrire des scénarios et vendre mon truc et que Julien derrière est un monstre en technique, l'un sans l'autre ça fonctionnerait pas. Vous êtes hyper complémentaires. Ah oui, non mais vraiment, c'est l'un sans l'autre ça fonctionne pas. C'est que Julien on va lui dire bah non je veux pas travailler avec vous, il va dire ok, il va rentrer chez lui. Moi je vais rappeler, je vais essayer d'avoir une autre personne. Enfin, je suis commercial. Je me retrouve un peu dans Julien. Ouais. Ou je vais la croiser un cocktail. Ah machin, c'était eu au téléphone. Vous m'avez jamais répondu à mon mail. Enfin voilà, c'est comme ça que ça marche. Non, on est hyper complémentaires. Et derrière, Julien, entourez-vous des personnes qui savent faire et que. Sans Julien, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là, clairement. Ouais. C'est beau. Oui, mais je pense que tu pourras l'extraire et lui envoyer cet extrait et lui dire écoute ce que je dis sur toi. Il le sait en général. Je lui envoie des messages à 1h du matin pour lui dire avec que des cœurs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il sait que j'ai un peu picolé dans ces moments-là. Mais non. Mais c'est vrai qu'on se le dit jamais. On est toujours dans ce. Toujours dans le feu de l'action, toujours dans le TGV, quoi. Donc entourez-vous. Renseignez-vous sur ce que vous vendez pas n'importe quoi, bossez votre produit quoi, parce que ça a marché une fois, deux fois, trois fois, sauf que ça parle. Ça parle. Et la réputation, ça va très vite. Donc bossez votre produit, ne dénigrez pas vos concurrents, ne les insultez pas, n'allez pas leur faire du mal parce que ça parle aussi et ça peut jouer contre vous et vous donner une très mauvaise réputation. Ayez le courage de vous lancer, surtout, et d'être bien entouré par des proches qui sont bienveillants et qui vous soutiendront dans les moments de doute. Okay, c'est un beau conseil en tout cas. Merci. La bienveillance, on en parle jamais assez. On parle toujours de t'as réussi, la réussite, mais la bienveillance, est-ce que c'est pas une réussite? Moi, je pense qu'en fait, tu peux réussir sans défoncer tout le monde et sans écraser tout le monde. Ce que tu as dit au tout début du podcast, il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Donc à un moment donné. Et ça, on le dit tous, ça c'est le discours un peu langue de bois, mais c'est vrai qu'il y a. Je suis d'accord, c'est un peu démago, mais bon voilà. Ouais, mais c'est important parce que tu vas avoir un concurrent qui sait faire un truc. Bon, allez, je vais les citer parce que je les aime beaucoup. Tease à Dijon, ils savent faire des trucs que je ne sais absolument pas faire. Et c'est des monstres, mais des fois, on nous appelle nous parce que voilà, ça passe mieux au niveau feeling. Par contre, demain, on me propose un projet à 120 000 balles avec une réal de fou. Je vais pas avoir de honte à appeler Tease, appeler David ou Nico et de leur dire voilà, j'ai besoin de vous en backup, filez-nous un conseil. C'est vos tournages, vous avez l'habitude. Ok, on le gère, mais par contre, on veut bosser avec vous là-dessus. Tous les concurrents auront quelque chose à apporter et seront en capacité de vous apporter quelque chose. Thibaut, que je cite, c'est un concurrent aussi, il a sa boîte de vidéos, mais on va bosser ensemble dessus. Tease, on n'a pas de honte à nous appeler quand il faut faire de la capta direct. On sait tous. Il y a des renvois d'ascenseurs qui peuvent se faire et ça peut faire un vrai business en plus intéressant pour tout le monde. Tout le monde y gagne au final. Oui, et on va nous prendre comme cadreur. Des fois, je vais faire bosser une boîte, je vais le prendre comme cadreur. J'ai une copine qui fait des réseaux sociaux. On me dit attends, j'ai besoin de réseaux sociaux pour ma boîte. Je vais la conseiller elle. Et sauf que derrière, moi, quand j'ai besoin d'écrire un papier que je sais pas faire, je vais l'appeler elle va me filer le truc gratuitement. On bosse tous comme ça et je pense que c'est important en fait d'avoir cette bienveillance envers tout le monde et de savoir justement se dire ils sont ultra balèzes, on dit avec eux et derrière ils vont me dire attends on bossait avec un tel de chez nous, elle est devenue freelance. Ok, je vais l'appeler parce qu'en plus elle bossait chez vous, donc elle doit savoir faire vos trucs, elle va pouvoir m'apporter ça. Faut savoir faire ça et derrière je me retrouve très peu en confrontation avec les autres parce que les gens viennent pour nous et pas forcément comme ça et ça m'évite d'avoir justement à dire tiens on est meilleur qu'eux, faudrait bosser chez nous. C'est pas avoir ce discours, c'est aussi une forme de bienveillance. Moi j'ai pas de problème à m'endormir le soir dans mon lit quoi. T'as une anecdote amusante à part l'enterrement je veux dire un truc où vous avez une barre de rien, on se dit là quand même c'est quand même assez le fait que je me sois retrouvé enfermé à l'extérieur du DFCO avec tout un tournage. C'était le jour du tournage en plus. Ouais, c'est quand même très con ça. C'est ma vie. Mes amis appellent ça une voya. Ah ouais c'est un petit nom en plus. Ouais, une voya. Le renverser une bouteille de vodka sur un Mac en soirée. Figure-toi, là on sort un peu du podcast. Une voyage, on est magnifique le jour où on est parti de Nice. On faisait un déménagement et on devait prendre l'ascenseur pour le déménagement. Entre les portes de l'ascenseur et le sol de l'étage, tu as à peu près 2 cm d'épaisseur d'écart. Pourquoi je le vois arriver en fait ce qui va se passer? J'avais un diable avec des plaintes de derrière de dressing. J'avais une chance sur combien qu'une des plaintes glisse dans ce truc de 2 cm et que l'ascenseur tombe en panne la veille au soir du déménagement. Ah ouais, pratique. Ouais. C'est ça une voya. C'est vraiment le truc improbable qui peut arriver, va se passer. Vous voyez, amis auditeurs, on peut y arriver. Même si, on est très maladroit. Même si les planètes sont pas forcément alignées et qu'on est un petit peu maladroit. Exactement. Là, on y arrive. Oui, on peut y arriver, oui, tout à fait. Je savais pas que ça s'appelait une voya. Donc, une anecdote drôle, une voya, veille de DFC Open Race. On dirait que c'est un mot commun d'une voya. Veille de DFC Open Race, quand on a 3 jours d'install avec Julien, on est en train de charger un camion de 20 mètres cubes et je ne vois pas le bord du haillon et je me tape une chute monumentale à devoir
emboîté et tout, et j'ai 3 jours d'install dans un stade, on est 2. Donc vache. voilà, mais c'est drôle, moi ça me fait marrer sur la fin. Oui, sur la fin, sur le moment, moins. Ouais. Je pense que t'as insulté un peu la terre entière, même. Même pas, franchement, Toi ça m'a fait rire, je dis putain, c'est con qu'on l'ait pas filmé celle-là. Ça aurait fait une bonne ça. séquence. Non, c'est ça, non, c'était cool. Non, il y a une anecdote marrante, quand on s'est retrouvé à faire les JO et que j'ai un de mes cadreurs qui m'appelle Attends, les JO. pour Dijon, la flamme olympique de Côte d'Or. Ah oui, c'est vrai, quand elle est venue, ouais, ok. Ouais, je suis pas encore au level de. Non, mais du coup, mais attends, c'est un gros truc. Ah oui, on a quand fait même. ça aussi, ouais, pardon, ouais, on a fait la flamme olympique en Côte d'Or, c'était cool. Comment c'est un gros truc. Ouais, pardon, j'avais oublié. Ah, le DFCO, bon, l'anecdote des clés, j'ai bien compris, mais enfin, vous avez fait quand même ça, c'est quand même un truc de fou. Ouais, et en fait, mon cadreur m'appelle. Ah, j'ai réussi à choper, comment il s'appelle, le gars qui présente Koh-Lanta, là, Denis Brognard. Et il dit, j'adore la Côte d'Or. Et donc, du coup, j'étais en train d'halluciner. Et au final, il a chopé un Bambourguignon. Et je me retrouve à un entretien hyper sérieux pour une autre vidéo. Et je leur montre la vidéo des JO en disant, bah voilà, ça c'est notre travail. Et il s'avère que l'homme en face de moi était en train de taper son meilleur Bambourguignon devant la caméra, rouge de vin. Donc, c'est un peu décontenancé, ça. Et c'était très drôle, en fait, d'avoir sa réaction. C'est une anecdote de fou, quand même. Ouais, c'était cool. Ah oui, non, mais Romain. T'as toujours la tête dans le guidon. Donc Ah bah ça, je suis un peu blasé de ce boulot. Non, mais j'ai adoré faire ça, mais ça. Bah ouais, carrément. Ouais, c'était cool. Bah, c'est fort, quand même. Il fallait trouver suffisamment de cadreurs parce qu'il y avait toutes les villes à gérer en même temps. On avait 6 cadreurs. Nous, on a commencé à. C'est un planning de dingue, ça a monté. Voilà, ça c'est mon rôle dans la société, ça je l'ai fait tout seul. Entreprise sur scène, de l'événementiel et de la vidéo. Exactement. C'est leurs deux activités principales, mais au final, c'est une activité principale du coup. C'est nos deux activités. C'est vos deux activités. Mais on peut aussi faire de la couture, on fait un peu de plomberie et de la chirurgie esthétique, mais le 27 à partir de 14h. Ah d'accord, ok. Les années bissextiles. Voilà, exactement. C'est plus compliqué à choper, mais il faut choper un créneau tous les 4 ans. Ouais. Pour mieux te connaître en quelques questions, il faut répondre du tac au tac. Attention, c'est la coutume dans Podcast et compagnie, sur la fin de l'épisode. Quelle est ta couleur préférée? Le bleu. Tu voulais du tac au tac? T'as eu les questions? Non. Quel est ton plat préféré? Les lasagnes. Oh là là, moi aussi. De mon beau-père. Ah, je l'ai fait de manière très spéciale, elles sont exceptionnelles. Bah, raconte. Alors, en fait, donc déjà, il fait tremper les pâtes. Ah bon, il met pas sèche dans le truc, donc déjà, en fait, ça rajoute beaucoup de moelleux. Ah oui. Il va faire revenir donc de la crème fraîche et rajoute de la bolo directement déjà sur un plat très diététique. Ouais, un plat diététique, mais un plat très bon. Bah oui, avec de la crème fraîche et en général, il peut rajouter du fromage dedans à chaque couche. Et en fait, ça donne un truc, mais qui est exceptionnel, qui est bon. Ok. Donc, pas qu'on mette la recette quelque part, on la trouve. Je ferai un post LinkedIn si ça intéresse des gens avec vous mettez un commentaire en dessous du podcast et ça vous intéresse, je vous envoie la recette en MP. Alors, je pense qu'on aura beaucoup de commentaires pour ça. C'est quoi ton pays préféré? Je précise la question, c'est soit pour partir en vacances ou tu partirais vivre parce que t'as bien kiffé. Si t'as voyagé, évidemment. Ça va faire tellement bateau, mais en fait, je kiffe la France. D'accord. En fait, chaque région est différente, on découvre des trucs de fou à chaque fois. C'est pas une honte. Là, je sais pas, je vais bientôt me marier, on parlait de voyage de noces avec ma femme, et je disais, mais pourquoi on met pas que des trucs en France? Enfin, je sais pas, tu pars en Normandie, t'as des paysages de fou, tu vas dans le sud, t'as des trucs, enfin, ouais, j'aime mon pays. Après, oui, il y a des trucs qui m'ennuient, et on est toujours en train de gueuler, de faire des manifs pour tout, et on n'est pas prêt au changement. Mais, ouais, la France, c'est cool. Moi, j'adore mon pays, en fait. T'as déjà voyagé, t'as bougé un peu? Oui, je suis parti à Shanghai, je suis parti à Pékin, je suis allé à Bali et tout ça, et en fait, je kiffe la France. À part la France, c'est quoi ton... Ah, celui-là, je te jure. Pardon. C'est quoi ton pays préféré en dehors de la France? T'as bien aimé, en fait, tu sais, la culture, la bouffe. Bon, j'aime bien l'Italie. Enfin, je suis d'origine italienne, mais ouais, l'Italie, c'est un vrai kiff, ne serait-ce que pour la bouffe et tout. Les gens sont géniaux là-bas, donc ouais, j'adore l'Italie. Et en pays plus éloigné, on a moins le temps d'aller. Je me suis régalé à Singapour. C'est une dinguerie ce pays. Il y a des trucs de fou à voir partout et les food courts, en fait, là où mangent les gens tous les jours. Ouais. C'est vachement intéressant parce qu'en fait, t'as plein de types de nourriture différents. Ça coûte pas très cher et les gens sont d'une gentillesse. C'est pas le truc. Je suis revenu. Ils ont rien, mais ils ont tout à donner. Non, c'est juste que les gens sont cool et le pays est super. Et en fait, il y a plein de communautés qui vivent ensemble. Donc, ils y arrivent. Pourquoi ils y arrivent? Parce que si tu fais le moindre truc, tu manges du chewing-gum dans le tram, c'est des coups de bâton. Tu fais le moindre truc, tu voles un truc, on te coupe la main. C'est pour ça qu'ils y arrivent. Extrêmement strict. Voilà, mais si tu peux couper, ça fait quand même gros. Non, mais c'est sauf qu'en même temps, c'est ce qui se passe là-bas. Après, voilà. Par contre, les lois ne seraient pas comme ça. Je pense que ça s'entretue. Mais ouais, c'est un pays qui est assez cool. Ouais. Ton film préféré, si t'en as un? J'en ai plein, mais. Vu que t'aimes le ciné, tu vas me sortir une liste de films. Non, étonnamment. J'aime bien La Grande Vadrouille. Non, le film qui m'a le plus mis une. Enfin, je pense citer 3, c'est plus simple. Oh bah oui, bien sûr. Ouais. Ok, Ready Player One de Spielberg, okay. Absolument exceptionnel et qui montre que c'est le patron. Les 2 Spider-Man en dessin animé Across the Spider-Verse et New Generation. Pourquoi? Parce que personne n'est arrivé à ce niveau d'animation et qu'ils ont eu des Oscars pour ça et que. Donc, du coup, t'as vu ce qui s'est passé sur France 2 là?
Oui, c'est n'importe. Enfin, même le réalisateur a réagi. Hallucinant d'avoir fait ça. Oui, Alors, pour résumer, en fait, au journal de France 2, ils ont diffusé des images de synthèse, de l'anière, en pompant en plus des images de Man of Steel. Ils ont mélangé ça avec de l'intelligence artificielle. Enfin, c'est une daube. Et c'est remonté jusqu'au réalisateur. Je comprends même pas comment un mec a pu valider un sujet comme ça. Bon, bref. Parce que y a pas, le travail est bâclé. Puis alors c'était pourri, hein. Les images étaient complètement claquées au sol. C'est assez fou. Et en troisième film, c'était du français. Ce que j'allais dire, il y a rien de français dans ce film. Ah si. Didier, allez. Très bon film. Didier, J'adore. Ce sera pas celui-là. Le premier jour du resté de ta vie de Rémi Besançon. Ah, excellent. Qui est une dinguerie pas possible. Excellent. Ok. Et le montage est assez. Enfin, dans les 3 films en fait, les montages sont exceptionnels. Et le premier jour, le montage est fou. Dans les Spider-Man, le montage est fou. Je réfléchis en toujours des techniques, mais les montages sont fous à chaque fois. Et les idées sont dingues. T'as le temps de regarder la télé, toi, d'ailleurs? Je n'ai pas la télé. Ma télé, c'est YouTube. Ok. Donc tu regardes pas d'émissions à la télé? Non, je regarde YouTube. Et donc sur YouTube, c'est quoi tes émissions phares, les trucs que t'aimes bien mater, que tu trouves intéressants? Alors, je suis aussi passionné de jeux vidéo et en fait, j'adore regarder des reportages de 3 heures sur les développeurs, sur comment est-ce qu'ils ont eu cette idée, pourquoi est-ce que le truc en est là, comment ça s'est vendu à l'époque. Et c'est mon ASMR à moi, je m'endors limite devant et j'ai plein de livres aussi à ce propos et en fait, je passe des heures à regarder ça. Et là, j'en ai vu un sur les croix de pharmacie avec des LED qui diffusent des vidéos. Et c'était passionnant, les mecs ont carrément acheté une croix et ont fait de la programmation pour jouer à Doom dessus ou mettre des vidéos. Donc, je le conseille, Sylvain, sur les croix de pharmacie, c'est passionnant. Vous apprendrez plein de trucs sur pourquoi ça existe, qu'est-ce qu'on a le droit de diffuser dessus ou pas. Ouais, voilà, YouTube me sert à ça, à avoir des trucs de fou. Tu me prends au dépourvu. Moi, je ne vois des croix vertes que pour indiquer où est la pharmacie, mais je sais pas pourquoi. Figure-toi qu'en fait, il y a une trend sur les réseaux où ils mettent des gros sons de techno dessus et ça rend super bien. En fait, il y a un mix des deux. Dans le tempo, dans le client. Ouais, je te montrerai, c'est assez fou. J'en apprends tous les jours dans cette podcast. Et donc, le gars est allé à la rechercher justement à cause de ça. Une croix de pharmacie, elle a essayé d'interviewer des dirigeants de fabricants de croix de pharmacie pour essayer de comprendre. Ça va loin. Et c'est passionnant. Pourquoi ce tempo non, mais c'est vraiment passionnant. Vendu comme ça, écoute, j'irai voir. Donc, on apprend qu'il y a tout un panel de pharmaciens en fait qui se sont mis ensemble et qui ont décidé ce qu'ils ont le droit de diffuser, ce qu'ils ont le droit de dire, que la communication est vachement réglementée dans les pharmacies, qu'au niveau de la croix, on a le droit de diffuser certaines choses. Et ils montrent les logiciels. Les logiciels peuvent être modifiés. Ça part dans tous les sens pendant 45 minutes et c'est passionnant. Écoute, on regardera. Sylvequin. S-Y-L-V-Q-I-N. Okay. C'est comme Villebrequin pour les voitures, mais là, c'est pour les croix vertes. Villebrequin qui n'existe plus. D'ailleurs. Exactement. Là, il y a des trucs à dire. Je suis allé au GP Explorer 2 fois les voir. Et j'ai vu Sylvain le mois dernier. Avec sa belle moustache. Colmar. Oui, il a une belle moustache. On s'est vu il y a pas longtemps. Il est très sympathique. Je lui ai même donné ma carte s'il avait besoin de vidéo, mais apparemment pas. Qui ne tente rien à rien. Il faut toujours tenter, t'as bien raison. Donc, voilà. C'est quoi ta saison préférée dans l'année? Le printemps. Ok. Parce qu'il fait ni trop chaud ni trop froid et qu'on est bien. C'est le concept du printemps. Exactement. Effectivement. Tu regardes pas la télé, j'ai de demander ta série préférée. Ah mais si, j'en ai. D'accord. J'en ai des séries. Attends, je te cherchais Sylvain pour te montrer. Il est en train de me montrer. Alors, je précise ce qui se passe. Il cherche son téléphone une photo. Ça a pris un selfie. Ouais. Il a vraiment fait un selfie. Ah, excellent. Il a une belle moustache, une drôle de moustache, mais c'est une vraie moustache. Tout à fait. Ça donne un style cette moustache. C'est absolument magnifique. Mais tiens, on parlait du tournage à la piscine. Je crois que t'es comme des connards. Voilà. Il y a beaucoup de photos drôles dans ce téléphone. Donc en série. Ma série préférée de tous les temps, j'en ai pas 3 aussi, je suis désolé. Mais c'est pas grave. Watchmen, qui est une folie de Damon Lindelof. Malcolm. Ah, excellent, bah évidemment. Et Friends. J'ai zéro originalité, mais. Mais Malcolm, ça fait toujours des audiences de folie. Ouais, et en fait, Friends, c'est vraiment la Madeleine de Proust parce que, je sais pas si tu sens, à l'époque, ça passait sur France 2. Oui, exact. Et pour moi, en fait, Friends, j'ai toujours ce souvenir. Donc KD2A, non, non, KD2A, c'était le matin. Mais en fait, Friends, j'ai toujours ce souvenir de, tu sais, les petits pains au lait que tu fais griller, tu mets du Nutella avec un petit verre de chocolat chaud et tu regardes Friends avec ta grande sœur dehors. Et moi, à chaque fois que je regarde Friends, je me fais ça, c'est ma Madeleine de Proust à moi, tu vois. Tu vois, t'avais raison, écoute, faut se raccrocher à des souvenirs pour savoir d'où on vient. Et je maintiens que Ross et Rachel n'étaient plus ensemble et qu'ils avaient fait un break et que Ross n'a jamais trompé Rachel. Je tiens à le préciser, voilà. C'est important de mettre les points sur les. Ok, les fans de Friends. Ok, ils balancent la vérité en voyant, ça rigole pas. Ross et Rachel. Est-ce que t'as une odeur préférée? L'herbe coupée le matin, mais j'ai l'impression de pas être original du tout, je kiffe ça. Tu sais, quand il y a eu la rosée, tu vois, avec ta ça me rend dingue, j'adore. Et l'odeur de ma fille aussi, mais ça c'est autre chose. Non, t'as pas raison. Ton réseau social préféré? Parce que pour communiquer, du coup, il faut des réseaux, tout ça. Je suis nul en réseau social. LinkedIn, beaucoup, hein. Ouais. Si, LinkedIn, en fait, ça, ouais. Mais en fait, ça m'énerve parce que du coup, je vois trop de gens. Oui, donc la mort de mon père m'a appris énormément et ça me rend fou. Et t'as remarqué qu'il y a un peu un changement dans les posts maintenant?
Ouais. Alors, en fait, moi je pense que c'est une déviance pour le coup. Je pense réellement que c'est l'intelligence artificielle qui est en train de créer en fait des réseaux sociaux, et celui de LinkedIn, je trouve, c'est mon avis personnel, est en train de se transformer, et ça devient un peu des trucs un peu pipi caca des fois. Non mais tu sais, où c'est un peu toujours le même truc. Il m'est arrivé ça. Du coup, j'en ai déduit ça, et maintenant ma vie est beaucoup plus simple. Ouais, mais en fait, j'ai trouvé des clés. Ouais. Ouais, d'accord. Enfin, et j'aurais honte en fait de faire ça. Et des fois dans mes posts, je suis obligé de me coller au truc, et ça m'ennuie. Et là, j'essaye de faire des posts justement où je partage des extraits de cinéma pour dire bah tiens, ça m'a inspiré sur un tournage, sur machin, pour donner des trucs aux gens. Mais bon, j'ai fait 15 likes. Bon, ça prend pas trop, mais je me dis qu'avec le temps peut-être. Mais en fait, j'essaie de lancer des trucs parce que quand l'algorithme va à un moment donné va peut-être aller piocher ces trucs-là, tu remontes en haut. Et des fois, quand on n'a pas de contrat, qu'on est dans le creux de la vague et qu'on ouvre LinkedIn et qu'on voit des concurrents avoir des putains de contrats, on a juste envie LinkedIn, en fait, c'est pas bon pour le moral, en fait, je trouve. Ouais, comme Instagram, comme tout ça. Bah ouais, parce qu'on se dit. Après, alors attends, Romain, relativisons les choses. Oui. T'as un peu la tête dans le guidon. Alors Romain, je te sens un petit peu. Relativisons, et les gens qui nous écoutent, je pense, vont être d'accord. Bien sûr. Comme un post Instagram, c'est une photo dans la journée. Tu peux avoir une journée de merde où tu es tombé d'un haillon d'un camion, où t'as oublié les clés et t'es resté enfermé à l'extérieur d'un stade. Si 10 minutes après, t'as bu une bonne bière, tu prends en photo une bière avec modération, ou je sais pas moi, où tu grattes un ticket de banco et tu gagnes 5 000 €, bah tu vas mettre cette photo-là. Oui, pas celle où tu t'es blessé en tombant du haillon du camion. Je suis complètement d'accord, mais c'est vrai que des fois LinkedIn, ça c'est pas la vraie vie. Ouais, non, mais et puis je pense qu'il y a beaucoup de mythos. Oui, c'est sûr. Mais ouais, des fois vous avez la tête dans le guidon, et LinkedIn ça peut. Mais pourquoi ils y arrivaient pas moi? Enfin, c'est vrai que des fois. Comme les gens te disaient, mais ils sont toujours en voyage. Ils sont jamais chez eux. C'est pour ça que je regarde plus le foot. Ils travaillent jamais. Je poste mes trucs et je me barre. Il y a un sketch de Florence Foresti qui disait, mais qui fait du paddle un mardi? Oui, c'est ça. Moi, je passe beaucoup trop de temps sur Instagram. Pourquoi il fait du bateau, lui? Un mardi. Ah, ils avaient mon Instagram non plus, mais pas. Enfin, mon Instagram perso déjà est bloqué parce que j'ai beaucoup de clients qui m'ajoutent. Alors non, c'est purement personnel. Perso. Ouais. Voilà, c'est perso parce que le nombre de conneries à la minute que je dois poster là-dessus. Ouais. Mais non, c'est perso, c'est entreprise sur scène sinon. Bah ouais, non, mais après les réseaux, enfin voilà, il y a eu une déviance à un moment donné où tout le monde mettait tout en permanence. Puis après les gens se sont rendus compte que la vie perso, la vie privée, c'est quand même très important. Il faut la protéger, etc. Mais à partir du moment où tu mets quelque chose sur les réseaux sociaux, ça t'appartient déjà plus. Donc non, mais moi je trouve que ça sert juste à envoyer des mèmes et rigoler quoi. Donc les conneries qu'on envoie à sa femme. Ah, t'as vu, les couples ils sont comme nous, ils ont les mêmes problèmes, t'as vu, c'est génial. Ah, eux aussi ils arrivent pas à dormir avec leur enfant. Ils dorment pas non plus, non plus. Non, il a un RGO, tout seul. Ouais, c'est ça. Ou t'as vu, les non plus, ils écoutent pas quand tu parles. Voilà, bon. Mais ouais, ça sert surtout à ça en fait. Je suis vieux. Mais non, je prends conscience de ce qui se passe. Ouais, est-ce que t'as une citation préférée? Un truc, vraiment, c'est ton mantra. C'est une citation de Nekfeu. Mais c'est des poètes à leur niveau. Qui est un rappeur. Je veux pas être au-dessus, je veux juste être à la hauteur. Je passerai l'extrait. Je veux pas être au-dessus, je veux être à la hauteur. Escroum, t'inquiète, on fera mal comme le gros de mes craps. Quand je vois mon père, j'ai rien à lui dire, j'aimerais le prendre dans mes bras. Ou peut-être que j'ai trop à lui dire, mais trop de pudeur. Je l'ai jamais vu se plaindre même quand il travaillait jusqu'à plus d'heures. Là, c'est la transition. On rêve tous. Quelle est ta chanson préférée, Romain Voya d'Entreprise sur scène? Creep de Radiohead, mais reprise en version chœur là, par la Scala. Je sais oui, parce que la version originale, bon, elle est un peu. Non, reprise en version église, qui était dans la bande-annonce de The Social Network. Excellent film d'ailleurs, battez-le, il est dans il est super. Donc on finira sur cette belle chanson et on se quittera là-dessus. Sur ce nouvel épisode de Podcast et compagnie, Romain Voya d'Entreprise sur scène avec son associé Julien Viard, VIR. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas nommé. Oui, il a une auto-entreprise d'ailleurs, il fait de la vidéo aussi et moins cher que nous, c'est pour des associations, des choses comme ça. Passer par lui des fois pour la vidéo, ça peut être cool. Quand on a vraiment pas de budget, appelez Julien. Voilà, je fais sa promo. Trop sympa. Julien Viard, voilà. Bah Julien, merci à toi de faire ça, c'est bien, c'est sympa. Donc voilà, pour des assos, du théâtre, des choses comme ça, appelez Julien Viard, il est super. Et il est sur LinkedIn. Exactement. Merci Romain d'avoir participé à ce podcast de Podcast et compagnie, ce nouvel épisode de Podcast et compagnie. Merci à toi, c'est très cool. Merci à toi. On a bien rigolé avant et pendant. Ouais. On a raconté plein de bêtises avant et désolé, les gens, impossible à mettre dans ce podcast parce que c'était vraiment n'importe quoi, mais on a bien rigolé. 1h30 de bêtises. C'était très très cool. On vous dit à très bientôt, je vous dis à très bientôt. Le podcast sera dispo sur toutes les plateformes de podcast, comme à chaque fois. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très vite. Merci Romain. C'était cool. C'était cool. Ça n'a pas enregistré. Alors merde. Mais par contre, on a évité un nombre de conneries à la minute. Attends, je vais couper comme ça. Non, je le garde ça. Ne manquez aucun épisode de Podcast et compagnie. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Rendez-vous sur podcastetcompagnie.fr.